Derrière tout sommet que tu atteins, il y a la descente. Si vous pensez un jour être arrivé au sommet, ce qui attend derrière, c'est la descente. Bonjour, je suis Thierry Régnier et vous écoutez C'est le chemin qui compte. Le podcast qui permet à chacun d'entre nous de libérer son potentiel et de devenir qui nous sommes vraiment. Chaque épisode est l'occasion de partir à la rencontre d'invités singuliers, connus ou non, jeunes ou moins jeunes, pour explorer leur chemin de transformation et nous inspirer dans notre propre quête de changement. Chemin faisant, nous plongerons ensemble dans les coulisses de leur voyage. Les défis surmontés, les victoires célébrées, les expériences marquantes, les rencontres déterminantes et les leçons apprises. Bref, toute chose qui nous rappelle que plus que la destination, c'est le chemin qui compte. Aujourd'hui, je reçois Johan Duclos, entrepreneur, coach, formateur, superviseur, mais surtout véritable funambule de la transformation. Bonjour Johan. Bonjour Thierry. Johan, je suis vraiment ravi de te recevoir parce que tu incarnes vraiment à merveille ce que ce podcast tente d'explorer, la puissance de nos bifurcations intérieures et la capacité à transformer nos épreuves en force de vie. Alors laisse-moi les retracer, ces bifurcations. Tu nais à Marseille, où tu grandis dans un environnement où très tôt tu apprends que les adultes ne sont pas toujours à la hauteur de leurs promesses. Enfant unique, marqué par le divorce de tes parents et l'alcoolisme de ton papa, tu trouves refuge dans le sport. Doué, déterminé, tu brilles en natation, en athlétisme, puis en football, où tu frôles le haut niveau. Tu t'enorgueillis d'ailleurs d'avoir fait un petit pont à Zizou étant gamin. Mais première bifurcation, ta carrière est stoppée net par une rupture des adducteurs. Ton rêve pro s'effondre. Mais tu ne te laisses pas abattre. À tout juste 19 ans, tu crées ton premier média, un journal sur le foot amateur. Projet avorté, mais opportunité déguisée, tu es repéré par ton imprimeur qui te recrute comme commercial. Cette reconversion inattendue t'ouvre les portes du monde professionnel et te mène par un détour amoureux et gastronomique à Annecy, où tu ouvres ton propre restaurant. Hasard ou pas, l'inauguration de ton premier restaurant a lieu un certain 11 septembre 2001. Symbole fort d'un démarrage sous tension, tu apprends sur le tas, travailles 7 jours sur 7, fais grossir l'équipe jusqu'à 50 employés. Tu développes ton goût pour la formation et le développement personnel à ce moment-là. Et tu as un vrai coup de cœur pour l'énéagramme. Et tu fais vraiment une rencontre déterminante à ce moment-là. André Baron, ton coach, celui qui mettra des mots et des outils sur ton intuition. En parallèle, tu t'engages dans le coaching sportif, préparateur mental pour l'équipe de hand de Chambéry. Tu retrouves ce que tu as toujours cherché, la dynamique collective, le dépassement et le sens. En 2010, tu mets ton resto en gérance pour te consacrer entièrement à l'accompagnement. Mais le vrai grand saut vient en 2015. Tu vends tout pour créer Audébit, un collectif de coachs humanistes. Peut-être trop ambitieux ou pas assez armé, tu te plantes. Retour à zéro chez ta belle famille, rongé par une forme de culpabilité. Pourtant, encore une fois, tu ne lâches rien. Tu profites de l'élan post-Covid pour rebondir. Et Audébit devient enfin ce que tu rêvais, un écosystème d'accompagnement humain à impact, une référence dans le monde de la transformation organisationnelle, une vraie maison pour celles et ceux qui veulent allier exigence et bienveillance. Aujourd'hui, tu as 15 coachs labellisés à tes côtés. Tu continues à intervenir partout en France, en entreprise, en séminaire, en conférence. Ta mission, aider les gens à se reconnecter à leur puissance intérieure. Avec toujours cette conviction chevillée au corps, les bateaux ne coulent pas à cause de l'eau autour d'eux, mais à cause de celle qu'ils y laissent entrer. C'est vraiment un plaisir de te recevoir aujourd'hui, Johan. Bienvenue sur le chemin. Merci Thierry. Ça fait bizarre d'entendre d'une autre personne aussi fidèlement l'histoire que la mienne. Et donc, ça me fait chaud au cœur, ça me fait plaisir. Merci en tout cas pour ce retour. Justement, qu'est-ce que ça évoque pour toi? Qu'est-ce que tu ressens en parcourant ce chemin? Écoute, je me dis, waouh, c'est les montagnes russes. C'est un peu le ressenti d'avoir toujours eu à se bagarrer. Mais en même temps, ça donne des vertus, ça apporte des talents. Il faut savoir se relever. L'important, c'est ça. C'est pas forcément ce qui nous arrive. On a tous des histoires un peu chaotiques. Bon, moi, tu as parlé de la mienne. Il y en a des pires. L'important, c'est qu'est-ce qu'on en fait. Et justement, en t'écoutant, à un moment donné, une grosse épreuve, c'est 2015 où il faut tout vendre alors qu'on a une vie hyper confortable par excès d'ambition ou surconfiance ou un peu de tout ça. Et je m'étais toujours dit à ce moment-là, t'en feras quelque chose. C'est ce qui me faisait tenir. Il n'y a pas une belle histoire sans épreuve. Il n'y a pas une belle histoire sans obstacle. D'accord, tu crois pas au chemin linéaire, tu crois au revirement, aux allers-retours. J'arrête pas de parler de résilience en ce moment. Alors la résilience, non pas en termes de durabilité à la souffrance, mais justement à faire la paix. Résilience avec sa vie, faire la paix avec son histoire et se rendre compte que au final, ce qui a été difficile, peut-être inconfortable, peut-être même dramatique, peut
nous amener à nous relever, si on trouve le courage et les ressources évidemment, et peut-être nous amène sur de beaux chemins. Et aujourd'hui, professionnellement, je vis quelque chose d'hyper épanouissant avec au débit les coachs et les gens qu'on accompagne. Donc voilà, ce que je me dis sur ton retour, c'est ce qui me vient. Écoute, il y a une première question que j'ai envie de te poser qui me brûle un peu les lèvres. Quand on regarde ton parcours, Johan, du gamin qui a grandi à Vitrolles, qui rêvait ballon rond, à l'entrepreneur humaniste que tu es devenu aujourd'hui, à quel moment tu as vraiment compris que ton vrai terrain de jeu, finalement, ce serait pas au stade, même si c'était ta vocation de départ, mais plutôt l'humain? Alors, le moment où je l'ai vraiment compris, c'est quand le Sporting Club de Toulon me dit au revoir. Puisque j'avais un contrat de non-sollicitation, j'allais pendant les vacances au centre de formation. Et puis là, après la blessure, des gamins, comme je t'ai dit, comme moi, il y en a plein, qui sont doués. Ouais, il faut rappeler que là, tu étais pas dans ta posture de coach, hein, tu étais vraiment joueur et tu étais promis à un bel avenir. Tu côtoyais Zidane. Ouais, j'adore la raconter parce que c'est pas commun, mais bon, évidemment, on avait 8-9 ans, tu vois, donc Ouais. voilà. Et je m'en rappelle parce que, en fait, j'étais surclassé dans les équipes de jeunes et on m'avait dit, lui, tu vas voir, il est super fort et tout ça. Bon, à l'époque, Zidane, c'est comme un nom comme un autre, hein. Et en fait, je m'étais fait chambrer parce que j'avais mis un petit pont au gars en étant beaucoup plus jeune. Donc en fait, c'est ce moment-là où tout s'écroule au final parce que ma vie était basée sur ça. Quand j'étais jeune au collège, quand on me demandait ce que je voulais faire, c'était footballeur professionnel. Au CDI, j'allais voir comment devenir footballeur professionnel. Je cherchais déjà comment devenir footballeur professionnel. C'est à ce moment-là où tu te dis, là où j'ai tout misé, ça fera pas. Voilà, parce que évidemment, je comprends aussi vite que il y aura un problème et surtout j'étais mineur et mes parents m'ont dit terminé, surtout ma maman qui me dit les études, c'est ça qu'il faut que tu vises. Et là, grosse claque parce que c'est mon bouffée d'oxygène, mon exutoire, le foot, bref. Par contre, l'humain, je l'ai compris bien avant que j'étais focalisé sur le collectif. C'est-à-dire que déjà, mon poste, je préférais passer plutôt que marquer. Donc, j'étais numéro 10 ou numéro 8, enfin, milieu de terrain. J'avais le sens du collectif, j'avais souvent le capitanat. J'avais ce sens du collectif. Je faisais toujours en sorte que tout le monde se sente intégré, compris. Tu vois, quand j'ai compris que je pourrais pas faire une carrière sur le football, je me suis dit, OK, qu'est-ce qui me reste pour finalement atteindre le deuxième objectif qui est de devenir libre financièrement. Donc du coup, rapidement, après l'école, je lance un premier business, comme tu l'as dit. Et pour tenter de réussir ça, alors évidemment, oui, j'ai réussi à 40 ans, mon objectif, mais j'ai voulu monter d'un cran. Et là, voilà, ça s'est pas passé comme prévu. Ce podcast, tu sais, ça traite du sujet de la transformation. On a vu que toi, tu as eu de multiples transformations, de changements, de bifurcations. Ce qui m'intéressait de savoir, c'est comment c'est arrivé tout ça. Est-ce que tu as le sentiment que c'est plutôt des vocations, des hasards du chemin? Comment tu as procédé finalement pour te frayer ce chemin? Alors j'entends deux questions. Comment je vois que c'est arrivé et comment je me suis frayé ce chemin? Alors là, on va arriver sur des croyances qui sont très personnelles, de par mon cheminement en développement personnel que j'ai entamé en 98 avec l'énagramme. Et ensuite, comment je me suis frayé ce chemin? Alors, j'ai le sentiment, je suis pas quelqu'un de croyant, je crois pas en Dieu, je crois pas en tout ça, je suis pas là-dedans. Mais force est de constater que il se passe quelque chose malgré nous. Moi, j'ai toujours eu un esprit à forcer les événements de la nature, c'est-à-dire, OK, la nature ou l'univers, ou tu l'appelles comme tu veux, ne me donne pas ce que je veux, je vais l'avoir. Voilà. Donc en fait, j'ai l'impression, à force d'avoir voulu forcer les choses, qu'il y a quelque chose, comme un peu un labyrinthe, tu vois, que tu vois pas, qui est caché sous le plan de travail et il faut que tu trouves la sortie, quoi. Et tu te prends des murs, mais il y a quelque part comme une prédestination. J'ai appris à me dire, OK, j'ai un objectif, je le change pas. Par contre, le chemin, je le change, parce que ça fait mal au bout d'un moment. Donc du coup, j'ai appris à voir quand est-ce que j'ai le vent dans la voile et quand est-ce que je l'ai pas. Et ça, avant, je faisais pas très attention. Et donc, quand j'avais ces restaurants avec beaucoup de succès, j'avais ce mental de dire, de toute façon, c'est toi qui fais le jeu. Quand je suis redescendu, je peux te dire, je disais plus du tout la même chose. C'est que avec les mêmes clés, avec les mêmes outils, les mêmes ressources, la même force, ça marchait pas. Et pourtant, je peux te dire que je déployais peut-être 3 fois, 4 fois plus d'efforts qu'avant. Ça marchait pas. Voilà, si tu veux, comment j'interprète les choses un petit peu de manière un peu ésotérique, on va dire. Et ça m'a forgé d'avoir cet état d'esprit.
et cette mentalité. Voilà. Et qu'est-ce que tu as appris de ces expériences? Tu parles d'un truc qui est intéressant, que finalement la destination n'a pas changé, mais que les chemins que tu as empruntés pour y parvenir, ont été très malléables et que tu as dû te frayer précisément ce chemin. En fait, qu'est-ce que tu as appris que tu peux partager avec nos auditrices et nos auditeurs au long du chemin, justement? Ce que j'ai appris, c'est il y a le raisonnement, il y a l'analyse, il y a la réflexion qui t'amène à des stratégies pour réussir ou pour trouver un chemin. Il y a autre chose qui existe et qu'on n'écoute pas souvent parce que forcément, ça t'amène moins de certitude et tu dois te fier à ce qui se passe, à écouter ton environnement, tu vois? Faire la différence entre volonté et obstination. Mais il faut à un moment donné savoir abandonner, tu vois? Ça c'est dans les croyances, on va dire, Mmh. aidante. J'abandonne jamais n'est pas forcément une croyance qui va t'aider dans certaines situations. Il faut savoir, quelquefois abandonner et écouter ton entourage et donc j'ai appris à écouter et à devenir un peu plus intuitif aussi et à faire confiance davantage à l'incertitude qu'à mes certitudes. Et ça, c'est super intéressant. Comment toi, tu t'es synchronisé finalement avec les signaux pour, justement t'aider à trouver ce chemin? Un exemple, hein, alors, bon, faut revenir à quelques années en arrière, c'est-à-dire qu'en 2015, quand je donne des naissances à haut débit sous cette forme-là, effectivement, le projet est surdimensionné. Mmh. Donc, moi, je me dis: «OK, je vois que je vais pas y arriver. Qu'est-ce que je fais? Je rachète une boîte. Je rachète une agence de com qui était censée m'aider. Sauf que cette agence de com, il y a un peu des cadavres dans le placard qu'on voit pas et donc c'est pas une société qu'il faut développer, mais une qu'il faut développer et une qu'il faut redresser et ça va durer 5 ans Mmh. avec 3 jours par semaine séparés, de ma famille et ma femme, un jour, est très malade. Donc du coup, examen, tout ça, 4 ulcères. Là, je me dis: «Faut arrêter les conneries». Je décide d'arrêter pour cette raison. Je vends cette agence de com en 2-3 mois et comme j'avais mis entre parenthèses au débit, parce que je pouvais pas m'occuper des 2 boîtes, avec au débit, au même moment, je signe 2 contrats, un à 5 chiffres, un à 6 chiffres. Là, tu te dis, il y a aucune explication cartésienne, logique D'accord. à tout ça. Alors, je l'avais un petit peu, touché du doigt en 2010 en faisant une formation de mentalisme où justement tu travailles ton acuité mentale sur d'autres aspects que l'aspect cognitif, mais sur tout ce qui est intuitif, sensoriel, et cetera. Je l'ai vraiment, vraiment touché du doigt, si tu veux, en 2019. Alors, on pourrait dire que c'est le hasard, sauf que quand tu sais que c'est pas du hasard, c'est une force qui vient de l'intérieur qui est indescriptible, mais tu sais que c'est Ouais. le fruit de tes décisions qui ont été justes et là, tu as une preuve terrain que tu as le vent dans la voile. Voilà l'illustration de ce terme, que j'emploie. Et malheureusement, des signaux qu'on ignore souvent, jusqu'à temps qu'on en soit conscient et qu'on travaille un peu sur soi, comme tu l'as fait avec ces formations, pour mieux prendre conscience de ces signaux qui nous sont offerts. Mais la plupart du temps, on a tendance à les ignorer. Donc, ton point, c'est vraiment se mettre en synchronisation avec soi-même pour écouter ces signaux et nous permettre d'évoluer dans le sens qui est plus favorable à notre chemin. On a des tas de signaux qui sont externes qu'on n'écoute pas parce qu'on ne sait pas les interpréter, parce que c'est pas nos références, parce que c'est pas le fruit de notre réflexion, de notre analyse. Donc c'est hors champ en fait de notre conscience Ouais. et on se fie plutôt à ce qui est interne. Ouais. Et en 2 mots, en fait, bon, toi, tu as fait cette formation, mais pour ceux qui nous écoutent, comment vraiment devenir plus, je dirais, conscient de ces signaux? Tu vois, on rejoint quelque chose que tu connais, hein, c'est l'écoute active. Quand on est deux, on s'entend. Pour moi, entendre, c'est pas écouter. Mmh. Écouter, c'est entendre et considérer. On parle souvent d'écoute active avec une autre personne. Moi, j'inclus finalement dans l'écoute active plus largement l'écosystème, l'environnement pour aller étendre vers de la systémie. C'est-à-dire que, en fait, tu n'es pas en interaction qu'avec des gens. Tu es en interaction aussi avec un environnement. Et donc, cet environnement te renvoie sans arrêt des feedbacks. Et donc, ces feedbacks, je les écoutais pas vraiment parce que j'avais une foi un peu aveugle. Bah, après, la nature ou la vie se charge, tu vois, de te dire, attends, stop. Enfin, je dis souvent que, tu vois, les échecs et ce que ça te coûte, c'est le prix de ton apprentissage quelque part. Pour arriver à se tourner vers quelque chose de cohérent, de constructif et sortir de la déresponsabilisation et de la victimisation. Johan, on a commencé à en parler un petit peu, mais est-ce que tu peux nous parler de rituels, d'habitudes, toi, que tu as développés, aussi d'influences, de rencontres qui ont été déterminantes pour toi dans ton parcours et qui t'ont accompagné sur ton chemin de transformation? Alors, peut-être d'abord les personnes importantes que j'ai rencontrées dans ma vie. Déjà, mes entraîneurs de foot qui m'ont apporté le sens du collectif.
Je pense après à des personnes aussi qui m'ont tendu la main en termes d'opportunités. Mon cousin qui m'a proposé de monter ce restaurant. Je pense évidemment à ma femme que j'ai rencontrée très tôt et avec qui je suis toujours et avec qui j'ai eu 2 enfants. Je pense après à une personne qui m'a fait découvrir l'énéagramme. Ça a été un changement total. C'est Agnès Nolot. Ça, vraiment, ça a été un choc phénoménal de comprendre qui je suis. Ouais, une petite parenthèse par rapport à l'énéagramme, parce que je suis pas sûr que tout le monde sache exactement ce dont il retourne. Donc peut-être en une phrase, nous dire un peu de quoi il s'agit. Bon, rapidement, c'est un modèle de personnalité qui décrit 9 types de personnalités. Il y a un courant très ésotérique qui va s'attacher à la forme géométrique et donner une signification à ça. Moi, je préfère celle des neurosciences, qui légitime un peu plus l'outil. L'énéagramme décrit comment la personnalité se construit et fait la différence entre tempérament, personnalité, ego et être. Mmh. Franchement, la mécanique, c'est celle des neurosciences qui t'explique comment se construit la personnalité. Donc, ça décrit ton moteur de fonctionnement, tes motivations et Mmh. surtout ce qui induit un comportement. On est trop souvent jugé par nos comportements et ça permet de comprendre le moteur de nos agissements et de nos comportements. Donc ça, très très utile parce que ça donne la Ouais. notice un peu de comment on fonctionne. Ouais, donc une rencontre déterminante pour toi. Au niveau de tes rituels et des habitudes, on a commencé à parler de ces rituels d'introspection, de méditation. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus de Oui. ces rituels? Alors, je suis pas un grand pratiquant, moi, de la méditation. Je me méfie un peu, si tu veux, de tous ces outils. Je suis pas un type de coach qui va dire, «J'ai une grosse boîte à outils et on va tiens, pour aller mieux, on fait ça». Moi, je suis plutôt dans l'introspection, donc forcément avec l'énéagramme oblige et le questionnement pour faciliter les prises de conscience. Donc je suis plutôt centré là-dessus, donc beaucoup de questions aussi, d'auto-coaching finalement par rapport Mmh. à ce qui m'arrive, ce qui me permet aussi d'interpréter mieux l'environnement, d'écouter les feedbacks. Maintenant, pour moi, il n'y a pas meilleur outil que l'introspection. Après, les types de méditation qui ne demandent pas forcément à se concentrer sur quelque chose, mais à évacuer les idées. Donc 2 types, zazen. Alors pas facile à faire, mais zazen, c'est pour moi un exercice hyper puissant parce que forcément la posture elle est pas confortable, l'exercice non plus n'est pas confortable et l'idée c'est d'être un peu comme le rocher au milieu de l'eau, c'est-à-dire en gros, mes pensées, je vais les laisser filer pour me concentrer dans l'ici et maintenant. Et évidemment, tu as la douleur liée à la posture qui va arriver, qu'il va falloir aussi évacuer, la prendre comme une information. Donc en gros, je trouve que ce type de méditation permet d'aller et de tendre vers la citation que tu disais sur la métaphore du bateau, Mmh. c'est-à-dire de se construire de l'intérieur finalement et d'arriver à bien faire la part des choses entre tes pensées qui sont le fruit de tes peurs, qui sont le fruit de tes interprétations, de ta carte du monde qui est interne, justement en renforçant ça et en même temps d'être présent pour recevoir les différents feedbacks que tu vas avoir de ton environnement. Moi, mes rituels, si tu veux, ils sont un peu professionnels puisque j'anime 2 classes par semaine et je trouve aussi, et c'est un autre enseignement à dire, c'est se former, c'est bien. L'enseigner, c'est encore mieux. Et on dit souvent, la dernière étape de l'apprentissage, c'est d'enseigner. Mmh. Donc, si tu veux, mon rituel, ben, c'est au moins 3 fois par semaine, au minimum, de restitution de mes connaissances. Je peux te dire que je n'anime pas une seule classe de la même façon. Si tu suis mes programmes de coaching ou de développement personnel, franchement, je suis sûr que depuis 10 ans, je dis pas les mêmes choses. Et d'ailleurs, mes coachs qui réécoutent me confirment qu'à chaque fois, c'est différent parce que je suis le cours, mais en même temps, j'intègre tout ce qui m'arrive et je prépare aucune classe. Les cours sont en e-learning, tout ce qui doit être reconnu. Et moi, j'apporte une valeur ajoutée, je coach et j'apporte une connexion que j'ai avec les gens Mmh. qui fait la plus-value. Ouais. Bah, c'est peut-être le bon moment pour parler un petit peu d'Odébi, en quelques phrases, nous dire ce que tu fais avec Odébi et quelle est ta vocation, ta mission, la vision que tu as pour cette aventure-là. Alors écoute, au débit, c'est un organisme de formation et coaching avec des professionnels de l'accompagnement labellisés pour une prestation de qualité transformationnelle. C'est-à-dire que peu importe qu'on fasse du bilan de compétences, du coaching, de la formation, de la VAE, il y aura une transformation avec comme élément central des courants et des modèles humanistes basés sur la connaissance de soi. Voilà. Toutes nos prestations, tous nos coachs sont formés là-dessus. Donc, quel que soit le sujet, on vise tous la même chose, la connaissance de soi. Parce que on se rend compte que c'était pour moi la meilleure préparation mentale de se connaître, de savoir comment je vais bien, comment je suis dans le plaisir, comment je me mets pas en souffrance pour après apporter des petits outils de régulation comme ça.
Donc voilà ce qu'on fait avec ODB, en individuel ou en collectif. Et donc, au final, cette activité, la raison d'être d'ODB, c'est pour moi un aboutissement, un accomplissement à la fois personnel et professionnel. Parce que ça relie tout, comme si j'avais bouclé la boucle avec cette activité. Franchement, je cherche des fois un autre métier, j'en connais pas, et même, tu vois, j'allais te dire footballeur professionnel, je suis pas certain que ça m'aurait autant épanoui que ça. Donc, c'est le métier parfait. Je voulais t'entendre sur, il y a eu beaucoup d'incidents de parcours dans ton chemin. Tu as rencontré évidemment plein de moments de doute et d'incertitude et moi ça m'intéressait que tu puisses partager avec nous comment toi tu les avais vécus et contourner finalement ces moments de doute et d'incertitude pour continuer. Ouais, c'est jamais bon, c'est jamais bien. Tu vois, c'est jamais agréable, c'est jamais Ouais. confort, hein. Je pense qu'il faut se lever de l'idée que les gens qui arrivent à montrer une belle image d'eux sans faille, non, il y a toujours une vulnérabilité. Et justement, peut-être c'est en acceptant cette vulnérabilité que tu peux rebondir. Je dis souvent que être reconnu comme victime est essentiel, mais c'est pas la dernière phase de sortie de ton problème. La dernière phase de sortie, c'est la responsabilisation face au problème que tu rencontres, c'est-à-dire en gros, quelle part de responsabilité j'ai dans le problème que je rencontre. Ça veut pas dire ma faute, mais ça veut dire finalement reprendre le pouvoir quelque part sur la situation pour pouvoir en Mmh sortir. mh. Mmh. Mais forcément, tu passes par toutes les étapes, y compris celles de difficultés, de vulnérabilité, d'incompréhension, de bagarre, de négociation, de non-acceptation de la situation. Donc ça dure un temps et les émotions, elles sont là. Ce qui, moi, perso, m'a permis de sortir plus ou moins rapidement de ça, c'est justement de reprendre le contrôle sur qu'est-ce que je peux faire dans la situation. OK, il m'arrive ça, mais qu'est-ce que je peux faire à mon niveau et changer mes croyances, changer mes pensées. Donc, est-ce que j'ai raison de croire ce que je crois là? Après, on n'est pas tous égaux hein, par rapport à ces croyances et cette facilité de mise en œuvre, Ouais. en fonction de ton expérience, de plein de choses, de ta personnalité et autres. Mais je crois que là, rapidement, un des secrets, c'est de se questionner et de se dire, est-ce que j'ai raison de croire ce que je crois? Est-ce que je suis sûr à 200% de ce que je pense? Est-ce qu'il y a vraiment, vraiment aucun moyen de me sortir de cette situation? Et donc, forcément, comme ce n'est que interprétation, c'est-à-dire que une situation, on peut la voir de différentes façons. Si quelqu'un d'autre peut la voir d'une autre manière que toi, ça veut dire qu'il y a un moyen de se sortir de là. Ta vision des choses n'est pas la réalité, c'est ta vérité. Mais ta vérité, il y en a d'autres de vérités. Donc si quelqu'un d'autre a une autre vérité sur cette situation, tu peux emprunter sa façon de voir pour choper quelque chose de lui et Ouais. essayer de t'extraire finalement de cette situation. Parce que tant que tu es dans des remords, tu peux rien faire. Donc je pense que le temps Ouais. de deuil est nécessaire, mais rapidement, il faut savoir passer à autre chose. Bah, super intéressant. En fait, tu dis finalement accepter ces moments de doute et d'incertitude plutôt que de les combattre, les accueillir. Et ce que je retiens aussi, c'est questionner nos croyances profondes, qui sont parfois aussi des croyances limitantes, qui nous limitent dans un schéma unique, qui est le nôtre, mais peut-être emprunter celui des autres pour voir qu'est-ce qui se passerait si je pensais différemment. Et je trouve ça assez puissant. Après, il y a des petits outils, des petits exercices que tu peux faire, mais moi, je suis pas trop là-dedans. Évidemment qu'en coaching, dans nos prestations, on les fait, mais on les fait à la fin. On a d'abord une grosse partie sur comment tu penses, quel est ton mécanisme, quelle est ta peur finalement derrière la situation, qu'est-ce que tu mets en action pour te sortir de cette peur, quel est ton besoin, quelle est ta motivation profonde, et en gros, on travaille là-dessus pour arriver à avoir une autre interprétation de la réalité. On est plus victime de nos peurs que de la situation réellement. Quel impact, Johan, toi, tu dirais que tes transformations personnelles ont eu sur toi-même dans un premier temps, mais aussi sur les autres autour de toi? Déjà, c'est fou ce que je vais te dire, mais sur la corpulence. Je rencontre l'énéagramme en 98, je fais 63 kilos tout mouillé. Après l'énéagramme, je prends 10 kilos. Donc déjà, la compréhension de ma peur et de me dire mais à quel point c'est ridicule, mais à quel point c'est vrai, change complètement, si tu veux, ma façon de voir les choses. Donc cette peur, elle m'a donné des talents, elle m'a apporté beaucoup de choses, mais aussi elle me limitait terriblement. Donc déjà un changement de corpulence parce que moins de stress, moins de peur, moins d'interprétation de déviance.
Donc finalement, une autre vision de l'environnement qui t'allège, qui te rend davantage serein et qui te permet finalement d'être moins en stress et donc de brûler moins de calories. Déjà, premièrement. Ensuite, je pense que j'ai entraîné toute ma famille là-dedans, puisque ma femme m'a suivi de près dans ce cheminement. Donc Mhm. elle, dans sa façon de voir les choses, donc plutôt santé, plutôt bien-être, plutôt thérapie, mais elle a emboîté le pas. Ma famille proche aussi, mes enfants qui sont nés là-dedans. Voilà les impacts que ça a eu dans mon environnement auquel je pense là. Quel conseil, toi, tu donnerais, Johan, à quelqu'un qui cherche à entamer son propre chemin de transformation personnelle? Toi, tu as déjà bien cheminé, mais pour quelqu'un qui en serait au début, est-ce que tu aurais des conseils à lui donner? Par quoi commencer? Oh là, ne pas croire à la recette miracle, c'est-à-dire à tout ce qui circule sur Internet où en une semaine je te transforme et tu gagneras 1 million et te rouleras en Ferrari. C'est pas comme ça que ça se passe, premièrement. Deuxièmement, c'est ne pas croire aux médicaments, la pilule bleue, la pilule rouge ou ce que tu veux. C'est pas une pilule qui va te faire changer. C'est un long chemin, c'est un long travail, très inconfortable, qui va activer tes mécanismes de défense, tes résistances, parce qu'on est dans un système qui est bien fait, hein, qui cherche à nous protéger. Notre système va venir activer les mêmes mécanismes que s'il était en danger physique. C'est pour ça qu'on s'accroche aux croyances et que c'est difficile de les dégommer. Donc, ne pas croire à cette pilule et de se dire qu'au final, il y a peut-être pas d'arrivée. C'est un chemin. Voilà. Donc, ce serait plutôt le chemin qui compte et pas la destination, Johan? Voilà. Je vais pas oser le dire, tu vois, mais tu le dis, c'est ça. En fait, si tu crois un jour être arrivé, ben, tu recommenceras. Et, et dernier truc aussi, derrière tout sommet que tu atteins, il y a la descente. Pour assurer des performances durables, il faut autre chose qu'une envie farouche de gagner et de triompher et de se dire je suis un winner. Il faut d'autres choses qui vont alimenter. Sinon, tu vas gagner une fois, peut-être, et ça s'arrêtera. Donc, en gros, si vous pensez un jour être arrivé au sommet, ce qui attend derrière, c'est la descente. Ouais, il faut un système et pour que rien ne change, si tu veux garder ton leadership, par exemple, il faut que tout change et en permanence. Exactement. Très bien. Johan, à quoi ça ressemble la suite du chemin pour toi? Est-ce que tu l'as imaginé? La suite du chemin, alors il y a plusieurs choses. Sur un aspect personnel, tu vois, on a un projet avec ma femme, là où on est dans le sud-ouest, c'est de créer un gîte d'accueil avec comme projet l'humain, la déconnexion, la nature, les éléments essentiels qui font ce que nous sommes. Donc un lieu d'accueil, je suis très centré collectif et je conçois pas quelque chose sans les autres. Ça, c'est à titre perso. À titre pro, je suis coach, donc je suis coach labellisé au débit. Donc il y a plein de projets à développer avec des programmes à partir de la connaissance de soi. On est en train d'établir un tronc commun qui sera euh, la base de tous nos accompagnements, mais de le formaliser pour après aller vers tout un programme qui s'appelle Vous en paix, vous en lien, vous en mieux. D'accord. Et après, sur un aspect plus entrepreneurial, c'est de développer au débit, de sortir du bois avec au débit, de développer ce réseau de coachs. Tu vois, je me suis pas fixé d'objectif, dire ça ira jusqu'où ça ira. On fait ce qu'il faut, on est très libre et très agile. Ça a l'avantage de ne pas avoir de pression. Le désavantage, par contre, peut-être de pas assez nous challenger. Donc là, on passe en mode un peu challenge. On s'est formalisé, on s'est étoffé, on a processisé. On commence à avoir un fonctionnement collectif digne d'une boîte, puisqu'on est un fonctionnement hybride avec les coachs qui sont tous indépendants, mais étiquetés au débit. Je pense que 2025-2026, l'idée c'est d'être connu du grand public. Et donc là, j'ai un gros taf entrepreneurial à faire. Alors, Johan, on arrive au terme de notre conversation, mais avant de se quitter, il y a un exercice que j'appelle les questions mitraillettes. Et l'idée, c'est que tu puisses répondre à un maximum de questions, donc des réponses courtes, en moins de 2 minutes. Est-ce que tu es prêt? Feu. Qu'est-ce que tu lis comme livre en ce moment? L'intelligence collective de Vincent Lennart. Est-ce qu'il y a un livre qui t'a particulièrement marqué ou influencé dans ta vie? L'énéagramme d'Hélène Palmer. Est-ce qu'il y a une musique que tu écoutes en boucle en ce moment? Ouais, c'est la musique de Un petit truc en plus, je sais pas le titre, mais j'adore parce qu'elle me rappelle ce film que je trouve fantastique. Quelle est ta citation préférée, si tu en as une? Ma citation préférée, c'est celle que tu as citée. Les bateaux ne coulent pas à cause de l'eau autour d'eux, mais à cause de l'eau qui pénètre à l'intérieur. Que voulais-tu faire quand tu étais petit? Footballeur professionnel. Comment commences-tu ta journée?
Par un café. Quel talent aimerais-tu avoir? Plus émotif. Quelle est ta plus grande force? Trouver des solutions. Qu'est-ce qui te donne le plus d'énergie? L'humain. Quel est le meilleur conseil que tu aies jamais reçu? Accepte l'autorité. Quel est ton meilleur remède contre le stress? Tu vois, je vais prendre un peu le contre-pied, c'est d'y réfléchir dessus, sur ce stress. Qu'est-ce qui vient chercher en moi? Qu'est-ce que tu aurais aimé savoir quand tu avais 20 ans? De faire confiance justement aux événements, à la vie, à l'univers, à ce qui t'arrive et ne pas le contrer. Qu'est-ce qui t'énerve le plus? Ce qui m'énerve le plus, c'est l'intolérance, le jugement et la mauvaise foi. Qu'est-ce qui te donne le plus d'espoir? La connexion humaine, l'interaction humaine. Comment aimerais-tu qu'on se souvienne de toi? Comme quelqu'un qui a fait tout ce qu'il a pu pour rendre les choses plus simples et plus authentiques. Quel est le plus beau chemin que tu aies jamais emprunté? Entreprendre. Qu'est-ce que tu ferais si tu savais que tu ne pouvais pas échouer? Rien de plus qu'aujourd'hui. Qu'est-ce que l'homme d'aujourd'hui aurait envie de dire au petit garçon que tu étais à 10 ans? Et la foi. Et enfin, qui aimerais-tu entendre à ce micro pour le prochain épisode? Je pense que ça pourrait faire un très bon podcast. C'est Anne Morlot, championne du monde de judo 2006 et qui a aussi une histoire à raconter, je pense, mais qui la garde. Ok, super intéressant. Bah écoute, tu nous as fait un super teasing en tout cas. Beau cliffhanger pour le prochain épisode. Johan, merci infiniment pour ton témoignage et pour nous avoir partagé ton chemin, super inspirant et authentique. Et un bon retour à toi dans ton sud-ouest et bon chemin. Merci à toi Thierry pour cette interview qui m'a permis de partager des moments de vie. Merci à toi. Merci Yann. Merci d'avoir écouté cet épisode. Avant de nous quitter, voici les quelques pépites que je retiens de la conversation avec Johan. Premièrement, derrière tout sommet, il y a la descente. Nous avons parfois cette illusion qu'un accomplissement est un point final, mais la vie nous rappelle qu'après chaque pic vient une vallée et qu'il est bon de rester en mouvement. Deuxièmement, il faut savoir faire la paix avec son histoire. Ce n'est pas la résilience au sens de résistance qui nous transforme, mais notre capacité à nous réconcilier avec notre passé. Troisièmement, la destination ne change pas, mais les chemins pour y parvenir, si. Il ne s'agit pas de renoncer à nos rêves, mais d'accepter qu'ils peuvent se matérialiser différemment de ce que l'on avait imaginé initialement. Quatrièmement, l'introspection est le plus puissant des outils. Il n'y a pas de recette miracle. Ce qui transforme, c'est la capacité à se poser les bonnes questions, encore et encore. Et enfin, accepter sa vulnérabilité, c'est retrouver du pouvoir. Reconnaître sa souffrance, oui, mais pour en sortir, il faut se responsabiliser, reprendre la main sur ce que nous pouvons changer. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Mille merci à notre invité pour la qualité de son témoignage. J'espère qu'il vous a permis d'alimenter votre réflexion sur votre propre chemin de transformation. On se retrouve la semaine prochaine avec un autre invité marquant, acteur ou témoin de la transformation. Entre-temps, vous pouvez retrouver les épisodes de C'est le chemin qui compte sur toutes les plateformes de podcast. Et si vous avez aimé l'épisode, n'hésitez pas à partager vos avis, laisser des étoiles, à vous abonner et à en parler autour de vous et sur les réseaux. Chaque nouvel auditeur est une victoire. À très vite et n'oubliez pas, c'est le chemin qui compte. Alors bon chemin.